présent, nous allons éviter la formation à comme thème la sécurité anesthésique pour la césarienne. Donc ce thème a été choisi, c'est parce que nous avons vu qu'il y a beaucoup de problèmes liés à l'anesthésie dans notre province. Alors on a dit qu'il faut d'abord commencer à Goma, raison pour laquelle nous avons jugé d'abord de former les médecins anesthésistes en matière de la sécurité anesthésique pour la césarienne. La césarienne occupe la première place dans les milieux chirurgicaux ici à Goma. Il y a beaucoup de problèmes qui sont liés à l'anesthésie. Il y a beaucoup de femmes qui meurent après une intervention. Alors je ne dis pas que tous liés à l'anesthésie, non, mais lutter et contribuer contre la mortalité materno-fétale. C'est ça l'objectif de KMG. Alors pour atteindre ces objectifs et contribuer à nos contributions, nous avons organisé le 16 et le 17 octobre 2014 une formation sur les soins obstétricaux et néonataux d'urgence. Et aujourd'hui, nous organisons aussi sur la sécurité anesthésique. Donc tous, c'est pour seulement nous permettre de contribuer à la réduction des mamans qui meurent en plein accouchement ou pendant une intervention chirurgicale. Aujourd'hui, 6 mois après, nous avons quand même des bons résultats. Quand on fait faire une analyse sur la mortalité maternelle dans des hôpitaux, on a constaté quand même qu'il y a une diminution des enfants qui meurent à la naissance. Les gens ont amélioré la réanimation des nouveau-nés, les gens ont amélioré la prise en charge de certaines pathologies liées à la grossesse ou les complications gravidiques. Je peux aussi vous recommander d'aller passer à la division provinciale de la santé. Ils ont des rapports trimestriels ou bien mensuels, ils peuvent vous faire les chiffres. Aujourd'hui, on a jugé d'abord de réunir les anesthésistes de la ville de Goma, parce que c'est eux qui sont en charge au bloc de la responsabilité pour l'anesthésie. réanimation, télégraphie et prééclampsie. Supérieur à 150 000 et 450 000. C'est ça le taux normal des plaquettes. Mais quand c'est inférieur à 150 000, là vous n'allez pas parler de l'hypertension sur le grossesse. Vous allez directement dire que non, c'est une hypertension chronique. Chronique, c'est une hypertension chronique. Parce qu'une femme hypertendue, il n'y a pas une contre-indication de dire que non, il ne doit pas concevoir. Non. Ça veut dire être hypertendu ne signifie pas que non, vous n'allez pas attraper la grossesse. Mais si vous avez une personne pareille, vous allez dire par contre que ce n'est pas une hypertension sur la grossesse, mais par contre c'est une hypertension chronique. Et là, si vous êtes à mesure de doser la créatinine, on va nous doser la créatinine, on va trouver que la créatinine déjà est supérieure à 100 mmol par litre. Là, ce n'est pas une situation de suffisance rénale, mais vous allez voir que c'est déjà augmenté. Parce que c'est au-delà de 150 mmol par litre où on commence à parler de l'insuffisance rénale. Mais déjà, avec un chiffre pareil, vous allez vous dire que non, après un jour, après 2 jours, ça va augmenter et elle va entrer en insuffisance rénale. Plus sur les plaquettes, parce que quand nous allons parler de l'arraché anesthésie, en tant que les anesthésistes, vous connaissez déjà. Merci beaucoup, nous demandons de venir. À présent, nous allons éviter Et nous sommes aussi candidats pour adhérer. Merci beaucoup. Moi, je donne ma main, je veux aussi adhérer. Merci beaucoup. Dans votre pays, s'il y a beaucoup de contributions. Merci beaucoup, ça va. Merci, ça va. C'est vraiment un thème très intéressant parce que ça peut faire qu'il puisse y avoir une réduction de mortalité maternelle. Et pensez-vous que la santé maternelle et infantile, ça constitue vraiment un problème en RDC ici, surtout en province du Nord? C'est pas seulement RDC, on peut dire que ça fait partie des objectifs du millénaire, la réduction de la mortalité maternelle et infantile. Parce qu'une maman qui vient mettre au monde le fruit, c'est que la maman puisse sortir en bonne santé avec son enfant. Mais si ça fait que la maman puisse mourir, alors vous venez aussi de vouloir donner un nouveau-né, et alors ça, sur le plan mondial, on est en train de combattre parmi les objectifs millénaires qu'on s'est fixés. De vasoconstricteurs. Il y a des gens qui vont donner justement notre éphédrine, qui vont donner, ils vont redonner, ils vont donner encore, jusqu'à ne rien du temps 50 mg, et ils ajoutent d'ampoule. Cela a aussi une conséquence. Donc l'éphédrine est un bon médicament,
mais il s'avère aussi que ça va entraîner pas seulement elle, y compris l'adrénaline, tous les produits qui sont orthosympathiques ou mimétiques. Il faut donc faire attention, qui ont effet de vasoconstriction, vont avoir tendance à créer aussi, lorsqu'on en abuse, je dis bien, une dose thérapeutique va plutôt donner une bonne perfusion, augmenter même la perfusion au niveau de la cellule. Au temps de l'extraction du fétus. Donc, comme le docteur John nous a dit que plus tôt on extrait l'enfant, donc il sort anesthésié. Je voulais savoir maintenant le délai idéal pour qu'il soit extrait et où il sortira sans anesthésie. C'est une occasion très précieuse. Nous aurions voulu qu'on organise ces genres de circonstances, d'opportunités plusieurs fois, au moins une fois le mois, parce qu'il s'agit là de formation continue, de la coopération anesthésie-réanimation. Déjà, ils sont très peu nombreux, et donc ils ont besoin d'apprendre, d'échanger leurs expériences sur le terrain. C'est très intéressant et c'est bon d'engager tout le monde, de pouvoir partager ces expériences. Et vous avez parlé de la gestion de la douleur fétale, mais aussi maternelle. En quoi cela est important? Le premier sujet, justement, c'était l'anesthésie à faire dans le cas de souffrance fétale. Cela est important parce qu'à chaque instant, chaque jour, il y a des naissances. Beaucoup d'enfants qui naissent. Mais le problème, c'est que les gens qui reçoivent l'enfant devraient connaître comment prendre soin de ces enfants. Plusieurs naissent avec des souffrances fétales et ils ne savent pas comment venir en aide à ces enfants-là. Conséquence, il y a beaucoup de morts, de décès périnatales. Et cela attriste. Vous voyez une maman qui porte l'enfant pendant 9 mois, 10, et puis à la fin, il n'y a plus rien et l'enfant est déjà mort. Alors cela se fait par des gens qui ne sont pas informés, des gens qui ne sont pas du domaine. Et nous voulons bien que les anesthésistes apprennent cela pour qu'ils puissent former les autres, qu'ils éduquent la communauté. Deuxième sujet, c'était par rapport à l'évaluation de la douleur. La douleur, on en a de plusieurs sortes. Vous avez des douleurs qui sont liées à l'opération, quelqu'un a été opéré. Vous avez des douleurs qui sont juste des douleurs de maladie, qui sont la tumeur, l'abcès. Alors là, très souvent, les soignants ne prennent pas soin d'aller demander quelle est l'intensité, le degré, la profondeur de leur douleur. Parce que de cela dépend la prescription des médicaments appropriés à donner à ces malades-là. C'est ça que je peux dire. Et quelles sont les causes qui sont plus fréquentes de la mortalité infantile? Les causes sont à plusieurs niveaux. D'abord, avant l'accouchement, déjà pendant que maman elle est en train de progresser, la grossesse évolue, il y a des maladies dont elle a souffert, mais elle ne s'est pas rendue compte que c'était grave déjà, des infections dont elle a souffert. Et alors, il y a des causes qui sont autour de l'accouchement même. Par exemple, voilà, on n'a pas bien évalué le bassin de la maman par rapport à l'enfant. L'enfant est plus gros, mais on force l'enfant à passer à travers un petit bassin. Ou alors c'est le cordon qui fait le tour du cou. Alors, conséquence, ces enfants-là, ils naissent très souffrants. Et alors, l'autre cause, c'est même la personne qui a reçu l'enfant n'a pas su intervenir avec rapidité, douceur et tact pour prévenir ce genre de catastrophes. Ouais. Et vous avez parlé aussi de l'oxygénation qui peut être nuisible à l'enfant, au nouveau-né. Comment? Oui, bien sûr, parce que depuis plusieurs années, les gens ont pensé que l'oxygène, c'est juste un produit qui est bien, qui oxygène et qui donne de la bonne santé aux malades. Mais les études ont été faites et on s'est rendu compte qu'il y avait beaucoup de dégâts causés par l'oxygène. L'oxygène pur, très concentré, on donne un grand volume et puis on donne ça pendant très longtemps. Chez les jeunes enfants, ça détruit leurs yeux. Il y a des enfants qui finalement sont sortis aveugles de cela, ils ont la cécité. Il y a des enfants qui sont sortis aussi un peu je vais dire mal formés parce que l'oxygène a eu le temps d'aller détruire. Il y a des enfants qui n'ont pas respiré très vite parce que l'oxygène qu'ils ont donné a inhibé leur capacité de respirer seuls, être autonomes.
beaucoup de gens à tous les niveaux professionnels, médicaux, on ignore cela. Moi, je dirais qu'il faut d'abord multiplier ces genres de rencontres scientifiques pour partager les connaissances. Je suis certain qu'aujourd'hui, il y en a qui doivent avoir appris quand même que l'oxygène a aussi des effets secondaires. Alors, il faut pour cela que nous puissions organiser des formations avec d'autres corporations couches professionnelles du domaine médical pour qu'ils soient informés. Je pense qu'il faut aller au-delà, il faut aller voir l'autorité, parler avec l'autorité, parce que l'autorité a les pouvoirs sur le personnel qui les gère, qui l'affecte, de sorte qu'ils puissent nous donner la liberté d'organiser, je dirais même hôpital par hôpital, pourquoi pas, ou alors on peut organiser une séance où on dit formation continue à l'intention de telle catégorie professionnelle, on leur donne l'information, on les forme pour que eux, et particulièrement les accoucheuses, les gens qui reçoivent, les infirmiers, les infirmières qui reçoivent, ils ont besoin de ces informations-là pour être utiles. Oui, normalement c'est l'âge unique. Alors, si vous ne voulez pas utiliser trop l'appareil, chaque 6 semaines, ça doit être changé et renvoyé à la stérilisation.